Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du guide de survie du thésard. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là et où ils débarquent, je vous encourage à aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et ensuite à prendre les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes toujours le matin, nous avons consacré 25 minutes à des items allant des petites choses qui demandaient quasiment pas d'énergie aux trucs un peu plus physiques qui demandaient de la motivation, mais à ce stade on est toujours en pyjama, pour ceux qui portent des pyjamas. Il est donc temps de nous préparer à affronter le monde extérieur. Je refuse de consacrer plus de 10 minutes par jour à avoir l'air présentable si c'est pas pour un entretien d'embauche, la plus grosse soirée de l'année, un événement important quelconque ou un rencard. Non, ici je vais parler aux gens à qui tout, même les actions les plus anodines, demandent véritablement un effort. Donc on va faire simple et on va faire ça en 5 points. Premier point, mettez du déo. Sérieusement, pour votre amour-propre et le respect de vos collègues, mettez du déo. Et du qui marche pour vous. Oui, parce que la première vérité qui blesse, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face aux odeurs corporelles. En réalité, ça va dépendre de quelle version du gène ABCC11 vous possédez. Selon ce gène, vous allez avoir des odeurs corporelles plus ou moins fortes et votre cérumen va être plus ou moins collant ou sec. Oui, c'est directement lié. Ces différences génétiques sont ethniques, ce qui fait qu'il est possible que vous ayez beaucoup de mal à trouver du déo dans les supermarchés lambda si jamais vous faites votre thèse au Japon ou en Corée, où la population est porteuse de la version odeur neutre. A l'inverse, si vous appartenez à une ethnie méditerranéenne comme moi, soyons honnêtes, je ne mets plus que du déo pour hommes depuis des années parce que par la magie du marketing sexiste, le délicat fumé du lilas, eh bien ça marche pas pour moi. Voilà, c'est comme ça. L'idée étant que de toute façon, on sait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le déodorant, alors ça va aussi nous permettre de faire un point. Globalement, il existe 2 types de produits. Les déodorants qui vont masquer les odeurs produites par les bactéries qui batifolent dans votre sueur, ce qui est normal, hein. Votre peau doit abriter un certain nombre de bactéries pour son bon fonctionnement. Sinon, vous allez vous retrouver avec des problèmes bien plus préoccupants que l'odeur de votre sous-de-bras. Et les antitranspirants qui vont bloquer la transpiration dans laquelle les dites bactéries batifolent donc beaucoup moins. La différence tient principalement au fait que les antitranspirants vont contenir des sels d'aluminium qui bloquent la transpiration. Ce qui fait qu'il n'existe aucun produit antitranspirant sans sel d'aluminium. Le publicitaire qui essaye de vous faire croire ça vous entube. Au passage, si vous pensez contourner le problème en utilisant ce déo naturel qu'est la pierre d'Alain, je vous encourage à vous demander d'où aluminium tire son nom. Alain, nom masculin, identifié en 1148, issu du latin alumen pour désigner le métal utilisé en teinture, mégisserie et en thérapeutique pour ses propriétés toniques et astringentes, plus tard identifié comme le sulfate d'aluminium. Bon, et une fois que ça c'est dit, il est temps de se poser la vraie question, est-ce que vraiment de toute façon l'aluminium dans les déodorants pose problème ou pas? On va commencer par un truc simple. Non, les antitranspirants n'empêchent pas les toxines d'être évacuées de votre corps via la transpiration. Ça, c'est le boulot de votre rein et de votre foie. Ensuite, vous avez tous probablement entendu que les déodorants, et en particulier ceux avec les sels d'aluminium, pouvaient donner le cancer du sein. Et en réalité, c'est plus complexe que ça. La plupart des études sérieuses ne retrouvent aucun lien entre les antitranspirants et le cancer du sein, ni dans le déclenchement, ni dans l'aggravation pour les femmes ayant déjà ce type de cancer. Alors, il y a certaines études qui retrouvent une corrélation assez minime mais existante entre certaines modifications hormonales et certaines doses en aluminium présentes dans le corps, mais la plupart des études s'accordent sur le fait que la dose d'aluminium absorbée via les déos est ultra minime. En réalité, la seule chose qu'on trouve et dont on est sûr réellement au sujet de la toxicité de l'aluminium, c'est pour les personnes ayant perdu une grande partie de leur fonction rénale, justement parce que cet aluminium n'arrive plus à être filtré, vu que le corps ne filtre quasiment plus rien. Donc, si vous êtes à moins de 30% de fonction rénale, et normalement ça vous le savez, eh bien, il faut effectivement éviter les antitranspirants. Dans tous les autres cas, choisissez le produit qui vous convient. Si un effet existe, il est suffisamment minime pour que des dizaines et des dizaines d'études
n'ait jamais réussi à le mettre en évidence. Deuxième point, nettoyez votre peau. Il s'agit du plus grand et du plus lourd organe de votre corps. Donc non, prendre soin de sa peau n'est ni superflu, ni un truc de fille. Ce que le monde tend à interpréter comme superflu, mais je vais pas revenir là-dessus, je pourrais m'énerver. De plus, du fait de sa croissance très rapide et donc de sa division cellulaire très fréquente, la peau est un organe particulièrement sensible au stress. Tout comme les cheveux, mais ça on y vient plus tard. Et il peut lui générer tout un tas de problèmes allant des simples pellicules à l'acné carabine. À noter que, contrairement à une idée répandue, le stress à lui tout seul ne peut pas, jamais, dans aucun cas, vous donner de l'eczéma ou du psoriasis. Il peut en revanche en générer des poussées ou en aggraver des crises chez les gens qui sont déjà atteints. Si vous présentez ces symptômes-là, consultez un médecin. Alors je sais qu'on dit vraiment que les premières poussées sont toujours dans l'adolescence, mais pour être vraiment honnête, je connais un cas de psoriasis qui a débuté après 30 ans. Donc en vrai, consultez. Le nettoyage quotidien de votre peau va en revanche permettre de réguler la production de sébum qui est extrêmement, elle, liée au stress et donc prévenir un petit peu tous les problèmes cités plus haut. Pour cela, évitez le savon et privilégiez un produit nettoyant spécialement pour le visage. Oui, même si vous êtes un garçon. Les thésards et les chercheurs étant en général une espèce particulièrement migratrice, pensez également à donner à votre peau ce dont elle a besoin en fonction de là où vous vivez. Si par exemple vous étudiez à Shanghai, c'est pas une mauvaise idée de faire en plus un lavage de votre visage chaque soir en rentrant vu la quantité de polluants que vous prenez littéralement dans la tronche. Si, comme moi en Estonie, vous travaillez et étudiez dans un pays où il fait -20 l'hiver avec des tempêtes de neige, usez et abusez des crèmes hydratantes et protectrices afin de ne pas souffrir de gerçures, voire de gelures. Oui, même si vous êtes un garçon, ça fera pas tomber vos testicules d'acheter une crème. Si au contraire vous êtes très exposé au soleil, pensez à avoir une protection solaire adaptée, avec un indice UV suffisant, en particulier si votre lieu d'étude est entre les deux tropiques ou si vous avez un phototype sensible. Je vous mets un lien dans la description pour savoir comment reconnaître votre phototype et donc la protection solaire adaptée pour vous. Troisième point, prenez soin de vos cheveux. Dans la même veine que le conseil précédent, pensez également à prendre soin de vos cheveux qui sont eux aussi, comme la peau, des éléments de votre corps sensibles au stress. Alors, il n'est pas réellement établi que le stress fait tomber les cheveux. Ce serait quelque chose de plausible lié au fait que les cellules souches, ce qui est à l'origine de vos cheveux, sont partie des cellules qui se renouvellent le plus rapidement du corps et seraient donc plus vulnérables aux changements de métabolisme par rapport à des organes stables, mais ça n'a pas l'air d'être bien prouvé. Toutes les études sur le sujet que j'ai pu trouver, soit ont plus de 20 ans, soit n'ont pas vraiment une méthodologie concluante. Donc ça a plutôt l'air d'être une légende urbaine. En revanche, le crâne, lui, se comporte comme la peau décrite plus tôt, et lui va vraiment avoir un problème avec le stress, notamment lié à la production de sébum, qui peut venir poser des problèmes aux cheveux, que cette production soit en excès ou en carence. Donc brossez vos cheveux tous les jours, ça vous permet de les débarrasser de la poussière, d'étaler le sébum sur l'intégralité et toute la longueur de vos cheveux, et d'éviter à avoir des soins trop fréquents à faire. Ça va aussi vous montrer que si jamais vous avez vraiment un problème, vous allez très vite vous en rendre compte. Si vous en êtes au stade de devoir laver vos cheveux tous les jours, ou si vous avez tellement de pellicules que vous avez exclu tous les t-shirts noirs de votre garde-robe, je sais que je me répète mais je m'en fous, consultez. Ah, et petite astuce, si vous avez les cheveux longs et une très grosse flemme de devoir les démêler tous les matins, la bonne vieille astuce de dormir avec les cheveux en natte, c'est le bien. Oui, même si tu es un garçon, je sais que la Reine des Neiges, elle a une natte, mais les Vikings aussi, ils en avaient, ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Quatrième point, mettez à votre corps les vêtements dont il a besoin. Je l'ai déjà dit, le doctorant est une espèce migratrice. Il est donc très fréquent de le trouver loin du pays et surtout du climat qui l'ont vu naître. Donc, petite mise au point sur le sujet. En règle générale, portez des matières naturelles plutôt que synthétiques parce qu'elles vous permettront soit d'évacuer la chaleur, oui, on reparlera de la transpiration, promis, soit de pouvoir utiliser la technique de l'oignon. La technique de l'oignon repose sur le fait que l'air est en réalité un très bon isolant et qui pourra vous protéger du froid, l'idée étant d'avoir plusieurs couches qui respirent entre elles mais qui conservent votre chaleur. Pour ça, il faut 3 couches. Celle près du corps qui va vous tenir au sec, d'où l'important qu'elle puisse respirer. Le must pour ça, c'est la laine de mérinos.
un coton épais si vous ne supportez pas le contact de la laine sur la peau, et éventuellement certains vêtements en fibre synthétique conçus spécialement pour le trek. 2. Celles qui isolent réellement avec sur le podium la laine encore, le duvet pour les doudounes ou la polaire. Et en 3, celles qui protègent, étanches à la pluie et au vent, mais capables de transférer dehors ce que les couches inférieures lui envoient. Oui, parce que si vous êtes trempé par votre propre sueur, vous pouvez avoir 14 pulls, vous êtes gelé quand même. Dans les zones chaudes, privilégiez les vêtements clairs afin de ne pas chauffer. Dans les zones de neige, privilégiez les couleurs vives pour pouvoir être repéré facilement en cas de chute. Peu importe le climat, si vous devez marcher beaucoup, longtemps, fréquemment, choisissez des chaussures adaptées au terrain et surtout qui ne créent pas de blessures à vos pieds, en particulier dans les climats où le froid, la faune locale ou l'humidité peuvent générer des risques de gerçures, voire de gelures, de parasitose ou d'infection des blessures. Et donc, de nécrose. On s'éclate dans la recherche, hein? Sous tous les climats, y compris la pluie fine de l'hiver parisien, pensez que les extrémités, nez, oreilles, doigts et orteils, sont aussi fragiles que le reste et doivent être protégés sous peine de tomber malade, comme le reste. Et votre deadline n'a pas besoin en plus que vous ayez une otite parce que vous avez eu la flemme d'acheter un bonnet. Enfin, en règle générale, sauf difficulté d'approvisionnement, si vous devez acheter un équipement un petit peu coûteux, genre ma magnifique parka haute montagne qui m'a coûté un billet d'avion, essayez plutôt de l'acheter sur place, sur conseil des locaux et avec le matériel local. Dans tous les cas, protégez votre corps, votre cerveau n'arrivera à rien avec une insolation et vous écrirez vachement moins vite avec une phalange en moins. 5e point, composez avec les impératifs sociaux et culturels de là où vous vivez. Selon le pays où vous travaillez et étudiez, vous allez devoir composer avec des normes sociales et culturelles qui ne sont pas les mêmes. Est-il possible pour une femme de venir travailler sans maquillage et sans soutien-gorge? Si vous êtes un homme, à l'inverse, quid justement du port du maquillage ou des cheveux longs? La thèse, et puis la recherche en général, si on veut vraiment aller par là, est déjà quelque chose d'assez haute lutte comme ça, sans devoir en plus vous fatiguer à bagarrer avec des normes culturelles qui ne vous vont pas. Donc avant de choisir un nouveau pays d'études et d'adoption, renseignez-vous bien sur ce qui est possible ou souhaitable ou non de faire là-bas et choisissez autant que possible un lieu d'études qui soit en accord avec ce que vous voulez, vous, pour votre corps. C'est en partie pour cette raison que même si ça paye super bien, on ne me verra jamais accepter une mission en Iran ou au Qatar. Ça ne correspond pas à ce que je veux moi pour mon corps de femme. Notez que le milieu de la recherche en général est un peu plus tolérant et ouvert que beaucoup d'autres milieux et j'y ai vu moins de commentaires qu'ailleurs sur la taille de la jupe ou celle de la barbe. Donc n'ayez pas non plus spécialement peur d'être un outsider. Je veux dire, vous avez vu ma dégaine? Bon bah voilà. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a encore bien avancé. Comme d'habitude, toutes les références sont en description. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous avez des parties qui vous intéressent plus et sur lesquelles vous voulez des détails. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.